Projet collectif passionnant. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est autonomie. Le messageur, le signer comme ça, bof. Le messageur, c'est plutôt le texte en direct. Compétent. Pour moi, c'est des professionnels de la surdité. Ce sont nos usagers qui font notre entreprise. Fiabilité, convivialité, compétence, forcément, et puis peut-être ce désir toujours d'innover. Le messageur, c'est la cohérence. Une aventure indispensable. Je viens du milieu agroalimentaire. Je suis tombé dans la marmite de la surdité totalement par hasard parce que j'ai eu un enfant sourd. Je me suis formé à la langue des signes d'abord pour éduquer mon fils. Et puis j'ai rencontré plein de gens passionnants d'ailleurs. Et puis c'est comme ça que j'en suis arrivé à commencer à créer des solutions pour moi qui sont devenues des solutions pour les autres. De chercher à me renseigner m'a fait rencontrer tout un réseau, petit à petit. Et là, je tombe sur le personnage qui va tout m'apprendre, qui s'appelle Alain Cahu, et qui lui-même est enseignant, qui a formé des interprètes, qui est un sourd de naissance. Et puis, je dirais que la sauce prend, et on devient très proche, et j'apprends énormément. En janvier, ma femme avait été victime d'un accident grave. En février, j'ai rencontré Jean-Luc quand je donnais des cours à un groupe de parents d'enfants sourds avec des troubles associés de la communication. Je crois qu'en avril, on discutait et Jean-Luc me disait qu'il aurait bien fait une formation d'interprète de langue des signes. Je lui ai répondu « Interprète, c'est bien, mais attention, pour beaucoup de personnes sourdes, la langue des signes a été interdite à l'école. Puis il y a les devenus sourds, à part pour 30% de sourds profonds de naissance, pour qui la langue naturelle, c'est la langue des signes, les autres n'ont pas non plus un bon niveau. En plus, il y a des différences culturelles, environnementales, etc. Du coup, pour eux, comprendre un interprète, c'est très difficile. Il serait préférable d'utiliser l'écrit. Et pour les devenus sourds, la langue des signes, c'est inutile. Il leur faut de la transcription. Il m'a dit qu'il imaginait faire de l'écrit à partir de reconnaissance vocale. Je pense que c'était en 2006 à peu près. Après, on a commencé et c'était parti. On a commencé à réfléchir en créant Polycom, avec l'objectif d'utiliser les différents modes de communication, comme la LFPC, la transcription simultanée, etc. Il me fait rencontrer, je me rappelle à l'époque, Madame Guigaud de Lorient, et Jeanne m'explique un peu ce que c'est que leur quotidien et pourquoi elle se bat. Elle fait partie du BUCODES à l'époque, le bureau de coordination des devenus sourds, et ça m'impressionne. Je suis de l'association Oreille et Vie, l'association des malentendants et devenus sourds du Morbihan. J'y suis parce que là, je suis devenue totalement sourde et j'ai 2 implants cochléaires. Mais au départ, quand j'y suis venue, j'avais une surdité totale d'une oreille et une surdité partielle de l'autre. J'avais déjà une certaine expérience de l'association et j'avais été amenée à écrire un livre. Je deviens sourd, que faire, qui m'avait permis de déjà connaître beaucoup de choses. Depuis le début, notre souci, c'est comment continuer à vivre le plus normalement possible avec ce qui nous arrive avec notre surdité. Donc automatiquement, il y a le problème, ça passe par l'accessibilité. C'est ça le moyen. Pourquoi est-ce que on pense si peu à l'accessibilité pour les personnes malentendantes ou sourdes, devenues sourdes, oralistes? C'est parce qu'il n'y a pas de demande. Je suis maintenant convaincue que ça vient de là. Pourquoi il n'y a pas de demande? Parce que les gens ne savent pas. Les responsables se rendent compte qu'il y a là un enjeu de santé publique important. On sent fourmiller tel rapport, mais le public lui-même reste mal informé et pas pris en charge.
on commence à faire des recherches sur l'accessibilité pour les gens qui lisent. Je regarde ce qui se passe aux États-Unis. Je découvre une société qui s'appelle Captel et qui fait de la traduction écrite des conversations téléphoniques. Ils utilisent à l'époque des logiciels de reconnaissance vocale. Polycom commence à expérimenter, puis à faire, notamment envers les associations, des prestations de traduction écrite simultanée. Avant le Messenger, on a travaillé. On a notamment travaillé sur la technique, les outils avec France Télécom R&D. On a rencontré beaucoup de monde à propos de la technique, mais ça, c'était plutôt l'affaire de Jean-Luc. Jean-Luc devait travailler sur la transcription simultanée à base de reconnaissance vocale. Et moi, je voulais faire de la formation langue des signes à distance, comme je faisais avant pour les interprètes, les universités. Parce qu'avec Sylvie, j'étais coincé. Je ne pouvais plus bouger de la maison. Je ne pouvais pas me déplacer, mais je pouvais travailler de chez moi. Assez rapidement, donc, il s'est mis à faire de la transcription et j'ai fait appel à lui pour certaines prestations dans le Morbihan. Au départ, je suis animateur socioculturel. J'ai appris ce métier à travers les valeurs de l'éducation populaire. C'est ce qui m'a nourri et c'est ce qui continue à nourrir ma vie et mon cheminement aujourd'hui. Dans mon ancien métier, je faisais de l'accompagnement collectif d'utilité sociale et j'ai eu une prestation en 2008 dans le cadre du DLA pour accompagner l'association des devenus sourds et malentendants de la Manche qui voulait mettre en place un emploi d'interprète de l'écrit, ils appelaient ça transcripteur à l'époque. L'Association des devenus sourds et malentendants de la Manche représente et défend les droits des devenus sourds et malentendants, notamment dans le domaine de l'accessibilité des diverses réunions. Elle accompagne aussi les déficients auditifs dans leur démarche administrative. Quand j'ai rencontré l'association, j'étais inquiet car je n'avais jamais entendu parler de surdité avant et je me demandais comment on allait faire pour communiquer. Un peu comme tout le monde aujourd'hui, je me disais on va parler en langue des signes, mais moi je ne connais pas la langue des signes. Et puis s'il y a des gens appareillés, du coup j'imaginais qu'ils allaient m'entendre. Bref, ça a été vraiment la découverte qu'il y avait un grand nombre de personnes qui entendaient un peu, mais qui ne pouvaient pas bien comprendre la communication dans plein de situations. Anne-Marie, elle a été hyper importante dans ma relation à la surdité, dans mon apprentissage. Et après, en étant salarié, j'ai passé énormément de temps avec elle. J'étais très curieux de comprendre comment elle pouvait entendre ou ne pas entendre, quelles difficultés ça générait. Elle a beaucoup fait de pédagogie avec moi pour m'inculquer quelque part quelles sont les attitudes qu'il est nécessaire d'avoir pour bien communiquer ensemble. Ça restera vraiment gravé dans ma mémoire. C'est le socle qui m'a permis et qui me permet encore aujourd'hui d'avancer. Le travail de Samuel à l'ADSM, il a été en 2 temps. Le premier en tant que prestataire du DLA et en tant que salarié devenant agent de développement. À la fin de notre réflexion au DLA, on s'est dit, toi tu nous connais maintenant, est-ce que tu ne serais pas intéressé par ce poste? Il a été intéressé et c'est comme ça qu'il est rentré à la DSM le 1er mars 2009. Son travail, il y avait deux axes en parallèle. L'axe du développement de la transcription, comment transcrire plus rapidement. On a appris à transcrire en même temps à 3 personnes. Il y avait Nicolas, Laure Amélie et moi-même. Au début, on tapait sur un clavier AZERTY à 3 doigts et il s'agissait de traduire en temps réel des propos tenus par oral, donc autant dire impossible. On parle à peu près 7 fois plus vite que l'on écrit. Donc on s'est demandé comment faire pour aller plus vite et il se trouve que à l'association Oreille et Vie, ils avaient réfléchi à comment faire avec des raccourcis pour pouvoir écrire plus vite.
On est allé les rencontrer pour qu'ils nous transmettent la méthode. De tout temps, on a travaillé à la question d'accessibilité. Nos réunions se faisaient avec de la transcription, mais au départ, c'était un rétroprojecteur bénévole qui écrivait sur un transparent. Toutes les associations ont connu ça. On a vraiment cherché à améliorer. Dès qu'on a pu, on est passé à de la dactylo. Ça se faisait déjà d'ailleurs, j'avais vu ça se faire au Bucodes, et avec tout un système d'abréviation. On s'était donné avec Roger une méthode pour faire ces abréviations à partir des premières lettres de lettres essentielles, en réfléchissant au mot question. QU, c'est pas la peine, quand on a Q, il faut U quasiment à chaque fois. Donc question, j'ai mis QN et ça marche. C'était pour acquérir une prise de notes beaucoup plus rapide et donc permettre de prendre davantage de mots du discours. Après avoir acquis la technique des raccourcis, je me suis dit que ce n'était pas du tout suffisant et qu'il fallait vraiment se donner les moyens d'arriver à aller à la vitesse de la parole. J'en ai parlé à Anne-Marie qui m'a dit que Jean-Luc faisait ce travail-là pour le Bucodes sur DiFrance. Et du coup, j'ai contacté Jean-Luc et j'ai découvert qu'effectivement, il avait pris de l'avance sur la technique voix-clavier avec le logiciel Dragon Naturally Speaking. Et je lui ai demandé s'il était OK pour finalement transmettre le savoir-faire qu'il avait déjà, plutôt que nous, on réinvente la poudre. Fin 2009, je reçois un coup de fil d'un monsieur qui se présente comme étant monsieur Poulengue et qui me dit, voilà, on est l'association des devenus sourds de la Manche, on a vu ce que vous faites, on fait de la traduction écrite simultanée au clavier, mais c'est de la synthèse, c'est compliqué parce que voilà, on le fait on tape avec les doigts puis on tape pas vite en plus. Et est-ce que vous seriez d'accord pour nous former? Ça s'est vraiment bien passé, il nous a fait une proposition de formation. Et puis, il est venu sur plusieurs journées nous former au sein de la DSM. Ça nous a permis de monter les marches et surtout, moi, de faire cette belle rencontre avec mon acolyte. En fait, je me suis aperçu qu'on partageait les mêmes valeurs et qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde sur ce qu'on doit apporter à des personnes malentendantes. Je me suis dit, toi, mon bonhomme, il faut qu'on travaille ensemble. Et voilà comment les choses arrivent. Petit à petit, le service de transcription s'est bien développé. On utilisait le service pour nous accompagner dans les diverses réunions. Et là, on se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts puisque nous étions à la fois utilisateurs du service et fournisseurs du service. Et puis aussi être employeur, c'est une responsabilité par rapport aux salariés. Personnellement, je me disais, si je veux m'arrêter, comment on va faire? On est un salarié, c'est une responsabilité. Et l'autre question, c'était comment développer le service de transcription uniquement sur un département. C'est pas possible, il fallait qu'il se développe sur tout le territoire français. Donc on a convenu avec la DSM que effectivement c'était une bonne option que de sortir de l'activité transcription de la DSM. Samuel, au bout d'un moment, on sympathise, on se connaît tous très bien. Et il me dit, il faut qu'on monte une société pour faire ça. Quand j'ai proposé à Jean-Luc de créer une société, une entreprise, ça a été au début pas évident puisqu'il était très réticent, puisque lui, il avait la charge de son fils et que le côté aléatoire des besoins de son fils l'empêchait de pouvoir se projeter et de s'engager. Voilà. Moi, je ne me voyais absolument pas me lancer dans une aventure sans qu'il soit pleinement présent. Je ne l'ai pas lâché. Et en fait, je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, si jamais tu as un problème, une urgence, tu géreras ton urgence et on s'organisera en interne pour faire ce qu'il y a à faire. Et donc, on avancera comme ça, pas à pas. Alors, j'ai été vraiment, touché en fait par le parcours de Jean-Luc.
de papa d'un fils autiste et sourd, qui est arrivé finalement sur le même sujet que moi, du fait de son fils, et qui du coup s'est posé les mêmes questions, en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour organiser des situations de communication qui ne sont pas accessibles en situation accessible. J'étais même pas sûr moi d'y aller parce que je savais pas ce que mon fils allait devenir et que j'étais toujours avec le frein à main. Je suis quelqu'un qui s'enflamme assez vite et en même temps je pouvais pas me lâcher totalement, quoi. Et il a porté beaucoup la chose au début et puis je me suis agrégé et puis finalement on a travaillé un peu comme des dingues pour monter ce projet. À regarder le Rubik's Cube sous toutes ses formes, à entendre les choses. Ce qui a été compliqué, c'est de trouver le nom, le messageur. À l'époque, on était 3-4 à réfléchir. Il y avait Nicolas qui faisait partie de l'aventure et on essayait de faire des listes à l'après-vert de ce que pouvait être le nom de notre future société, jusqu'à ce que, par hasard, Jean-Luc nous fredonne un petit air et dedans, il y avait le mot messageur. Et là, ça lui a fait tilt. Il l'a amené sur la table. Si je me souviens bien, c'est une chanson de Charlebois. Et en fait, messageur, c'est un nom plutôt québécois. Et en fait, on s'est dit, mais c'est vraiment ce qui va traduire l'état d'esprit dans lequel on va travailler, ce qu'on veut faire, la raison d'être finalement de la société que l'on est en train de monter. En 2012, on était prêts, on a créé la structure. Après 1 an de travail avec Anne-Marie, Nicolas, Jean-Luc, donc la DSM Polycom, on a réussi à aboutir à la naissance du messageur le 1er février 2012. Voilà, et puis c'est parti. Au chapitre innovation, voici une invention qui facilite grandement la vie des malentendants et on la doit à 3 chers bourgeois. Il s'agit du messageur. Samuel Poulingue est lui à son domicile à Cherbourg. Anne-Marie Desmottes est sourde. Pourtant, grâce au matériel contenu dans cette valise, des micros et un ordinateur, elle va avoir accès à toutes les conversations de la réunion en simultané, des conversations qu'elle ne peut pas entendre. En 5 minutes, son PC est connecté via Internet à celui de Samuel. Est-ce que tu peux essayer le micro, point d'interrogation? Il est bon le second micro? La réunion va commencer. Cette séance qui porte donc sur Elle portera sur le label tourisme et handicap. Point. Quand on a commencé à travailler sur le projet, Jean-Luc ne connaissait pas les scopes et pour ma part, c'était obligatoirement une scope. Pourquoi? Parce que tout mon parcours a été jalonné par le projet collectif, la participation, la gouvernance partagée, etc. Et que pour mettre en œuvre ces valeurs-là, l'enveloppe juridique SCOP me semblait être la mieux adaptée. Jean-Luc, qui n'était pas du tout acculturé à ce sujet des SCOP, était plutôt réticent au départ. Et puis, il a vu que pour moi, c'était quelque chose de primordial. Je ne me voyais pas entreprendre autrement que dans un cadre coopératif. Et je pense qu'il s'y est plié de bon cœur, puisqu'il a pleinement mis en œuvre les principes de coopération par la suite. Une coopérative se décrit selon 3 grands principes. Le premier, c'est la démocratie participative, avec des principes de fond que sont la logique d'une personne, une voix. Également sur ce volet-là, tout ce qui relève de la transparence de l'information qui circule dans la coopérative. Le deuxième élément relatif à la répartition des richesses produites au sein de la coopérative, en direction des parties prenantes, que sont les salariés en particulier. Le dernier élément, c'est aussi de considérer que la coopérative est ouverte sur son monde, sur son environnement, et aussi partie prenante des enjeux environnementaux et sociaux qui sont aujourd'hui fondamentaux. La grande différence, c'est de permettre en fait aux salariés d'être associés aux grandes décisions stratégiques. Et ce que l'on peut aussi constater de manière très concrète, c'est que ça produit de la performance, parce que, encore une fois, l'implication est démultipliée, décuplée, et que tout cela amène vraiment de la performance économique, mais également sociale, et qui permet aussi aux salariés associés de vivre des parcours professionnels qu'ils n'auraient pas nécessairement réalisés dans le monde de l'économie dite traditionnelle ou classique. Alors quelques chiffres, c'est plus de 3600 coopératives aujourd'hui, un peu plus de 70 000 emplois, sachant que l'Ouest représente 20% des chiffres que je viens de vous donner.
Je dois dire qu'au début, c'était le dernier du dernier de mes soucis. Et Samuel, qui venait du milieu du social, insistait beaucoup sur le fait qu'il voulait qu'on fasse une scope, etc. Personnellement, je trouvais ça un peu, comment dire, un peu à la mode, entre guillemets. Et je ne voyais pas du tout l'intérêt. Voilà. Bon, aujourd'hui, je trouve qu'avec le recul, je trouve que ça permet d'impliquer tous les gens qui viennent travailler dans l'entreprise et de développer un sentiment, je dirais, qu'on est tous sur le même outil en train de travailler, plutôt que de venir au boulot, d'attendre sa paye à la fin du mois et puis de rentrer chez soi, penser à autre chose. Bien sûr, il faut penser à autre chose, mais quelque part, j'ai découvert ce que c'était que cette façon coopérative de travailler, même si dans le monde rural d'où je viens, elle existait, la solidarité existait, le partage existait, mais qu'il soit formalisé à ce point, au début, voilà, ça ne m'intéressait pas du tout, et aujourd'hui, je trouve que c'est très important d'avoir fait ça. Donc comme quoi, même en 10 ans, on peut changer d'avis. Jean-Luc, il est très poète. Il est ultra créatif. Il a trouvé le nom de la SCOP. Et puis, à travers le fait de mettre les mains dans les fils, est sortie de sa tête l'idée de la Diluse. Et est sortie de sa tête l'idée de Messaging. Donc en fait, très naturellement, comme ce n'était pas du tout sa tasse de thé, le côté administration, je me suis dirigé vers l'administration de la SCOP, pour que le cadre qui nous permettrait d'évoluer soit carré. Et lui, c'est le côté innovation, c'est-à-dire on n'a pas de limite dans ce qu'on peut réfléchir, dans ce qu'on peut projeter, et on peut tester tout. Et donc voilà, c'est ce qui a fait, je pense, notre force au début de la SCOP. Jean-Luc vivait à Rennes, moi je vivais à Cherbourg, donc au quotidien, pour communiquer, on ne se retrouvait pas physiquement, on a passé énormément de temps au téléphone. Samuel a beaucoup travaillé sur la partie communication, réseau. C'est son point fort d'ailleurs. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur la technologie, la recherche des meilleurs outils, la recherche des solutions à distance, la recherche de la qualité de récupération du son, etc. On est autodidacte. Au début, tout n'était pas parfait. Et on faisait du sous-titrage, on mettait en place des installations techniques. Ce qui nous a permis d'être au top, c'est d'avoir la chance que le réseau des associations de devenus sourds du Bucodès sur France nous permette d'expérimenter avec elles directement sur le terrain. Et on doit dire que quand on s'est planté, ce qui pouvait arriver de temps en temps, les associations ne nous en voulaient pas. Ça nous a permis vraiment de progresser par la suite. Jean-Luc m'avait parlé d'une personne qu'il avait rencontrée qui s'appelle Muriel. Il me dit c'est une personne qui en veut, qui est en reconversion. Elle veut tester le métier d'interprète de l'écrit. Donc, je lui ai donné un logiciel pour qu'elle puisse tester. Et puis, de fil en aiguille, il m'en parlait, il me disait elle progresse bien. J'habite à Rennes, une ville que j'adore. J'ai un BTS commerce international qui m'a permis de travailler pendant une douzaine d'années en industrie. Et puis, à l'approche de mes 40 ans, j'ai eu envie de changer de métier. Mais j'avais déjà une idée en tête. Une médiatrice culturelle qui m'a mis sur la voie de la surdité en m'expliquant qu'il y avait des besoins en langue des signes française pour accueillir les sourds, que ce soit dans le milieu culturel, mais aussi partout. Je vois une affiche qui invitait à une conférence sur la malentendance. Et donc, c'était à l'initiative de l'association de malentendants, Que dis-tu ? Je vais dans cette conférence, il y avait des gens qui signaient, et puis surtout, il y avait des malentendants qui parlaient, et qui parlaient normalement, ou certains avec des voix de sourds. Mais pour moi, c'était nouveau, puisque les cours de langue des signes que je suivais, que ce soit les sourds que je rencontrais dans ce cadre, y compris les professeurs, personne ne parlait. Donc, c'était uniquement de la langue des signes, uniquement gestuelle. Et la conférence démarre, et là, sur l'écran, je vois que s'affiche la transcription de tout ce qui se dit à la vitesse de la parole. Et là, j'ai vraiment eu un coup de foudre, et je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux faire.
Mais à la fin de la conférence, je vais rencontrer la présentatrice qui était à l'époque Florence Lecade-Fauveau, qui était surtout la présidente de Que dis-tu. Et puis, elle me dit, bah, tu sais, nous, on cherche des gens capables de faire ce métier. Et d'ailleurs, on a des besoins dans notre association. Je dis, ah bon. Et elle me dit, tu pourrais rencontrer Jean-Luc, qui pourrait te former puisqu'il est proche de Rennes. Je ne l'ai pas formé, Muriel. Muriel, je lui ai donné tous les éléments que je pouvais lui donner pour qu'elle se forme elle-même. Et je pense qu'elle a beaucoup travaillé pour y arriver. 6 ou 8 mois, ou peut-être 1 an après, Jean-Luc me rappelle en me disant qu'il avait besoin de moi pour travailler. Puis j'ai dit oui, évidemment, puisqu'en fait, je n'attendais que ça, ce coup de fil. C'est vraiment un métier hyper fin où surtout il faut énormément de rapidité. D'apprendre de manière autodidacte, bah effectivement, c'est à travers la pratique du quotidien de se dire j'ai la responsabilité de prêter mes oreilles à la personne qui est à côté de moi ou aux personnes qui sont à l'autre bout et donc de traduire tout ce qui se raconte de manière exhaustive et de faire en sorte que les personnes soient à égalité de chance. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous menait mais dans les tripes. Et c'est ce qui nous a permis de monter les échelons. Le métier d'interprète de l'écrit est quand même un métier de guerrier un peu. Donc j'ai quand même ce souvenir dans les débuts du Messageur où je faisais beaucoup de présentiel en fait. Peut-être que je me déplaçais 1 fois par semaine, mais c'est énorme par rapport à aujourd'hui où je me déplace plus du tout. Quand on travaillait à distance, puisque ça c'était aussi la bonne intuition de Jean-Luc, qu'il fallait ne pas déplacer les interprètes de l'écrit, puisque déjà c'est une ressource en devenir qui n'existe pas, qui est très rare. Si on veut travailler sur tout le territoire français, comment est-ce qu'on peut répondre à un besoin à Marseille le matin et à Brest l'après-midi? C'est en ne déplaçant pas l'interprète de l'écrit. Techniquement, il faut qu'il ait un super son dans les oreilles pour être en mesure de bien comprendre et pour être en mesure de réaliser un sous-titrage au top de la qualité. On accompagnait des personnes. Et je pense que ça, c'est le deuxième volet de l'histoire, parce qu'on a encore appris un autre métier. Pour moi, au début, l'accessibilité se réduisait à faire de la traduction écrite simultanée. Il y a eu plusieurs personnes accompagnées, et je pense à Nelly. Je ne travaille plus, mais j'ai donc exercé une activité dans le secteur médico-social, avec une carrière évolutive qui s'est terminée par un poste de directrice de pôle médico-social. Je suis maintenant sourde, j'ai commencé à être malentendante quand j'étais adolescente, vers 17-18 ans. En 2004, j'ai fait un bilan de compétences qui a confirmé que je pouvais prendre des responsabilités dans le secteur médico-social. Je me suis dit, je vais maintenant tenter le diplôme de directeur. Compte tenu des difficultés que j'avais lorsque j'ai passé ma formation de chef de service, je me suis dit, je ne peux pas rentrer en CAFDES sans avoir de l'accessibilité, ça ne va pas marcher. Et donc là, j'ai d'abord recherché ce qui pouvait me convenir. Et par chance, j'ai rencontré Jean-Luc Le Goualer. Et là, la rencontre qui fait waouh, qui fait flash, parce que moi, j'étais partie pour faire des cours avec quelqu'un qui allait prendre des notes à côté. Donc, je sais déjà qu'il y a 70% qui est perdu, puisque la vitesse de la parole par rapport à l'écrit. Et tout de suite, quand Jean-Luc m'a parlé de son logiciel avec la reconnaissance vocale, et qu'en 4 secondes, ça s'affichait sur un écran, je dis, mais on change de fusil d'épaule et on signe. C'est comme ça que ça a démarré avec le Messageur. Grâce à Nelly, j'ai découvert cette importance du son, non seulement sur le plan de la compréhension, mais sur le plan du ressenti de la personne malentendante. Et comment faire pour emmener le son de la bouche de celui qui parle à l'oreille de celui qui écoute, à l'appareil auditif ou l'aide auditive de celui qui écoute, en apportant le son le plus adapté possible, la bonne puissance, etc. Et donc s'ouvrait un autre chantier de recherche. Et même s'il existait des systèmes, sont toujours des systèmes fermés et qui ne sont pas généralistes, qui ne peuvent pas s'adapter à tous les terrains. Notre objectif, c'était de chercher une forme d'universalité pour pouvoir avoir le son pour tout le monde à partir des micros. Voilà. Et donc, on a commencé à développer des systèmes qui, à la fois, permettaient de faire de la transcription à distance, mais aussi des sonorisations adaptées aux gens. J'ai eu des cours avec la boucle magnétique, bien sûr, des cours avec transcription,
parce que les personnes qui parlaient trop vite, c'était quand même compliqué pour moi pour décoder au niveau de l'implant. Les personnes qui avaient un accent, on avait des cours à une personne qui était d'origine anglaise, ou les personnes qui avaient des barbes ou des moustaches, c'était plus aussi difficile à lire sur les lèvres pour moi. Donc pour ces cours-là, j'avais de la transcription. J'ai passé toute ma promotion avec cette énorme valise hyper lourde qui était le premier prototype en fait du messageur pour l'accessibilité qu'on appelle maintenant la diluse. Des premiers prototypes, c'était vraiment une horreur. On se rappelle toujours de la première valise que j'ai montée dans ma pelouse avec du matériel de bricoleur. C'est Nelly justement qui a testé ce matériel. Sur le plan fonctionnalité, la machine était bien. Il fallait être bien musclé. Enfin bon, ça c'est toujours le problème. Il fallait qu'on obtienne un produit fini, donc on a eu 1, 2, 3 générations. C'est dans le petit atelier, notre technicien Sylvain qui travaillait pour nous, c'est lui qui a trouvé le nom de la diluse. Il est comme moi du pays bretonnant, qui veut dire diluse, qui veut dire dénouer la solution, la clé du problème. Au départ, le cours passe très bien, etc., mais il n'y avait pas de micro supplémentaire. Et je dis, Jean-Luc, c'est bien, mais j'entends le prof, mais je ne peux pas participer aux échanges. Et donc c'est comme ça qu'ils ont amélioré le dispositif. Et donc dans cette salle qui est ici en U, il y avait un micro par rangée en quelque sorte. Et ça a permis aussi aux personnes de se discipliner et d'apprendre à attendre d'avoir le micro pour parler. Ça donnait des cours finalement assez calmes et respectueux des uns et des autres. Moi, c'était vraiment la première fois que je me suis retrouvé en interdépendance avec quelqu'un du fait de mon handicap. Je me suis dit, pendant 3 ans, il va être mes oreilles, c'est quelque chose d'incroyable. Il va vivre mes succès, il va vivre mes échecs. Et ça m'a donné un sentiment d'humilité importante et de respect réciproque que l'on devait avoir l'un vis-à-vis de l'autre quand il y avait un cours et de la transcription, parce que c'est pas simple, la personne, elle est complètement ailleurs, dans une autre ville même, donc elle sait pas ce qui se passe, elle n'a pas le visuel dans la salle, elle n'a que le son. Moi, dans mon parcours, ils ont été essentiels. Moi, ce qui m'a beaucoup soutenu, c'est la fiabilité que j'ai pu rencontrer. Au départ, le matériel n'était pas forcément performant. Ils ont entendu mes questions, ils ont entendu mes difficultés, ils ont compris que je ne pouvais pas être en interaction avec le groupe. Ils ont continué à travailler le dispositif pour l'améliorer et faire en sorte que je sois dans l'inclusion la plus totale. Dès 2012, j'avais en tête que ce serait bien de se rapprocher de l'entreprise la SIC WebSourd, qui faisait de la téléphonie pour les personnes sourdes et malentendantes. Lors de la première rencontre avec WebSourd, il y avait Pascal Dupuis, le PDG d'Ives, qui était un des grands partenaires de WebSourd sur la partie technologique. Le groupe Ives, c'est une maison mère, Ives, et 3 filles, Eliose, Ives Inc. et Ives Tunisie. Tout le groupe a pour objectif la réalisation de solutions de communication pour les personnes sourdes et malentendantes. La rencontre entre le messageur et Eliose, donc le messageur, c'est quand je les rencontre 2 personnes, Jean-Luc Le Goller et Samuel Poulenc, en 2012. Je me suis vraiment très bien entendu immédiatement avec Pascal, que j'ai pu voir à différentes reprises lors de déplacements à Paris. Grâce à lui, on a pu collaborer avec WebSourd. Après, peut-être le point aussi qui nous réunit, c'est le sujet qu'on porte tous, c'est-à-dire que la surdité. On travaille le messageur et Ives et la fille d'Ives, je veux dire Eliose, qu'on a créé ensemble en 2015, sur une thématique commune qui est comment on peut améliorer l'intégration, l'inclusion des personnes sourdes. On a tendance à faire un raccourci, soit on voit que des personnes qui signent, soit on voit que des personnes qui font du texte. Soit, dans l'aménagement de poste de travail, c'est très complet, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tout type de sourds et ils s'adaptent à tout ça. Donc ils sont agiles du coup dans la surdité. L'évolution du messageur, ça a été la croissance de l'équipe de transcription, qu'on appelle aujourd'hui interprète de l'écrit ou interprète sous-titreur, puisqu'au départ on était 3, puis 4, et puis aujourd'hui on est à plus de 20. C'est vraiment une croissance assez forte en 10 ans, et on sait qu'on ne va pas du tout s'arrêter là. Il fallait continuer à faire venir des interprètes de l'écrit, une ressource qui était encore rare
sur le marché en France et qu'il l'est encore aujourd'hui. Les besoins grandissent finalement. On en est arrivé à vraiment développer une formation, puisque avec ma collègue Florie qui a beaucoup travaillé sur la qualité de la transcription, on a décrit et rédigé un référentiel métier dans lequel on a mis tout ce qu'on avait construit du métier, tout ce qu'on avait appris et compris. Le gros enjeu dans le métier d'interprète de l'écrit, qui est un métier nouveau, c'est de le développer puisqu'il répond à un besoin énorme et en même temps, c'est d'en faire un métier structuré avec une formation et un diplôme. Déjà, au fil des années, ce que je vois, c'est que c'est d'abord une entreprise qui maîtrise son sujet et qui s'améliore d'année en année parce qu'en fait, ils sont proches des personnes sourdes. Donc, du coup, ils sont capables de comprendre l'usage et le besoin et d'aller adapter la technologie aux usages et aux besoins. Alors, l'idée de Messagine, ça vient de Jean-Luc. Effectivement, c'était de partir du principe qu'une diluse, c'est assez volumineux, c'est assez lourd. J'ai eu un éclair, je ne sais pas, un matin, je me suis réveillé en disant il faut qu'on arrive à coller ça dans les smartphones. Le lendemain, j'en parle à Samuel et je lui dis non, mais ça ne va pas, nos trucs là. Il faut qu'on arrive à avoir la transcription partout, n'importe où, et ça, avec un smartphone, ça doit être possible. Messagine, ça doit répondre aux besoins d'accessibilité en réunion ou lors de discussions, et c'est extrêmement mobile. Il y a les mêmes ingrédients que dans la diluse, à savoir le bâton de parole, le fait de recevoir le son de la voix de la personne qui parle directement dans les aides auditives et le fait de pouvoir afficher le sous-titrage en temps réel réalisé par un interprète de l'écrit ou un sous-titrage automatique quand on n'est pas en réunion professionnelle. On a déjà un prototype qui a été réalisé par un développeur de talent qui a pu nous permettre d'identifier les obstacles technologiques à surmonter. Suite au prototype, on s'est rapproché de manière très importante de notre super partenaire, Ives, super partenaire technologique, avec qui on travaille d'arrache-pied sur ce sujet depuis plusieurs années. Et bien sûr, pour réussir à aller jusqu'au bout de ces obstacles et sortir une appli qui va pouvoir être utilisable, on est soutenu par des partenaires financiers qui sont très importants. On a Soprasteria, Malakoff Humanis, le CCAH et la Handitech. On a eu beaucoup d'opportunités parce qu'on a été pionniers. L'objectif, c'est que les personnes malentendantes et les personnes entendantes puissent communiquer de manière efficace, que la personne malentendante soit à égalité de chance. Et en fait, en tirant sur le fil de ce qui crée les bonnes conditions de communication, il a fallu effectivement s'intéresser à l'accompagnement de la personne dans le cadre de son adaptation de poste de travail. La première personne avec qui on a appris à faire des aménagements de poste, c'est Nelly. Et puis après, au fur et à mesure des années, au fil des années, on a accompagné des centaines de personnes sur leur aménagement de poste de travail. Et on est souvent dans le déni quand on devient malentendant. On s'est aperçu qu'il fallait soutenir la personne et que ça mobilise du coaching quelque part pour faire évoluer sa posture et sortir du déni, se mettre en mouvement. L'ingrédient du coaching est vraiment nécessaire dans l'adaptation du poste de travail. Sans former les collectifs, sans former les missions handicap, sans former les gens qui accompagnent les personnes qui sont en situation de handicap, on ne traitait pas ce sujet qui restait invisible et méconnu. Petit à petit, on a pu poser les gammes de prestations et on a pu surtout les construire. Maintenant, on a 3 gammes. On a la gamme Ovation dédiée à l'accessibilité des événements, la gamme Impulsion dédiée à l'entreprise, l'adaptation de poste de travail, le coaching, la téléphonie, et également la gamme Immersion dédiée à la formation et à la sensibilisation. Depuis 2 ans, l'entreprise grandit
Et on a créé des fonctions support, on a développé le métier d'interprète de l'écrit, et il y a plein de nouveaux qui sont arrivés. On arrive bientôt à une vingtaine. On était moins de 10 il y a encore 1 an et demi. Samuel, cofondateur de la SCOP, gérant et consultant pour les aménagements de poste. Muriel, je suis interprète de l'écrit. Je suis en charge de la formation des nouveaux interprètes, de l'accueil des stagiaires et aussi de l'animation de l'équipe des interprètes de l'écrit. Je suis Florie, interprète de l'écrit et responsable de la qualité au Messageur. Jérôme, régisseur technique. Solène, chargée de communication et consultante pour les aménagements de poste. Nolwenn, je m'occupe de la partie administrative, des finances et des ressources humaines. Laetitia, je suis chargée de relations clients. Madeleine, régisseuse technique. Lucie, je suis interprète de l'écrit et en charge de la planification. Léa, chargée de communication. Mélissa, je suis chargée de relations clients. Franck, je m'occupe de planification et du système d'information. Baptiste, je suis interprète de l'écrit au Messageur. Anne-Laure, interprète de l'écrit. Chloé, alternante au service administratif, financier et ressources humaines. Thomas, consultant en adaptation de poste. Colline, chargée d'innovation. L'ambition, c'est effectivement de répondre à des besoins de plus en plus de malentendants, que ça ne concerne pas qu'un petit nombre de malentendants. Ça veut dire que notre raison d'être, c'est de créer des emplois, d'organiser les métiers qu'on a structurés au fur et à mesure des 10 dernières années et de le faire de manière à ce que les gens qui viennent travailler avec nous soient dans des conditions très épanouissantes de travail et dans des conditions coopératives. Ça, c'est pas évident en termes de management. Et en fait, là, on démarre une aventure. On ne sait pas exactement où ça va nous mener, mais cette aventure, elle a vocation de pouvoir créer les conditions de cet épanouissement. Et on vient d'adopter tous ensemble un nouveau fonctionnement qui s'appelle holacratie et qu'on est en train d'apprendre à déployer, à mettre en œuvre, qui va nous aider à être plus efficace alors qu'on va travailler à de plus en plus nombreux. Ça aussi, c'est une grande fierté. Je pense qu'on a été une équipe du début, très solidaire, avec des moments difficiles, très difficiles même à une certaine époque. Et malgré tout, on s'est dit, bon, on est parti et on va y arriver. Il y avait beaucoup de détermination. Et ça, j'aimerais bien le transmettre et qu'on continue à le transmettre à tous les gens qui viennent dans l'entreprise. Pour moi, le Messageur, c'est une aventure avec chaque année des découvertes. On va là où on n'avait pas forcément imaginé aller. Il fallait développer au maximum des services de transcription. Il y avait et il y a toujours une possibilité d'extension qui est énorme. On est loin, on est dans les balbutiements encore. Vous faites un travail merveilleux, mais on est encore dans les balbutiements de ce qui pourrait être fait. 10 ans plus tard, la DSM sur des 50 est toujours sociétaire du Messageur, qui a su conserver les valeurs de départ acquises au sein de notre association. La DSM sur des 50 est en quelque sorte la pouponnière du Messageur et elle est très fière d'avoir réussi à éduquer les salariés fondateurs aux réels besoins des devenus sourds et malentendants. Le Messageur a pour baseline le fait de prêter l'oreille à des personnes malentendantes et je trouve que cette baseline représente bien ce qu'est le projet. Je les ai vus grandir, je les ai vus devenir matures. C'est pas terminé, hein. Il y a encore plein de choses à faire. C'est l'accès au discours, l'accès à la parole. On l'a beaucoup facilité et on a un discours beaucoup plus fluide qui s'écrit. Bien sûr. Mais disons que ce qu'on n'a peut-être pas toujours réussi, c'est de faire comprendre que c'est absolument indispensable
quand il y a des malentendants. Ça m'a plu de voir effectivement l'évolution du messageur, de voir qu'aujourd'hui ils sont quand même 14 salariés et à travailler autant sur le régional que le national ou l'international dans différentes langues. Je me dis mais c'est vraiment l'inclusion pour les personnes sourdes et malentendantes, c'est vraiment quelque chose de phénoménal qu'ils ont accompli là. Et je suis ravie de voir que d'autres personnes puissent bénéficier aujourd'hui de cette technique pour, pareil, avancer dans leur vie, se maintenir dans l'emploi. Parce qu'il y a aussi ça, se maintenir dans l'emploi grâce au dispositif. Ça a été vraiment une idée de génie de faire cette accessibilité. Déjà, très bon anniversaire à toute l'équipe. Félicitations pour ces 10 années déjà accomplies. Et puis ce que je vous souhaite tous et toutes, c'est surtout de vivre les 10 prochaines années de manière aussi intense. On se retrouve dans 10 ans. Et puis surtout, entre-temps, vous aurez continué à innover, à être en cohérence avec le projet qui est le vôtre et de permettre à des personnes malentendantes justement de s'insérer dans la société. Ma plus grande fierté, finalement, c'est d'avoir participé à l'aventure du messageur et d'en faire encore partie. Et ce sera mon mot de la fin, c'est que j'ai hâte de voir ce que me réserve le messageur pour la suite.